Bien, je vais aussi commencer par me présenter. Je suis Valérie Gérard et je suis avocate, pas au barreau de Namur, comme l'a dit le président, mais au barreau de Dinan, et effectivement en Belgique. J'ai été amenée à intervenir pour une association d'aide aux victimes du terrorisme, qui est l'association Live for Brussels, et qui s'est constituée à la suite des attentats du 22 mars 2016. Et c'est dans ce cadre-là que, depuis maintenant presque 10 ans, j'interviens pour des victimes du terrorisme. Alors, ce que je vais vous présenter vient en lien direct avec ce qui vient de vous être présenté par Madame Fossa, en réalité, parce que moi, je viens de la Belgique, et en Belgique, il n'existe pas, justement, de fonds permettant l'indemnisation des victimes du terrorisme, et c'est pourtant ce que souhaiteraient, notamment les associations d'aide aux victimes du terrorisme, mais aussi certains parlementaires. Madame Fossa vous a parlé de Madame Milquet, qui avait effectivement, s'était inspirée effectivement du modèle français pour inspirer d'autres pays européens, dont la Belgique. Donc le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas que je connais le mieux, évidemment, puisque c'est le cas belge de prise en charge des victimes du terrorisme. J'aurais besoin presque d'une semaine en réalité pour vous présenter le cas belge, tellement il est complexe. Et donc je n'ai que 45 minutes et mon défi aujourd'hui, ça va être en 45 minutes de pouvoir vous exposer la complexité du modèle belge. Et pour comprendre cette complexité, je suis nécessairement obligée de vous parler de ce qui se passait avant la réforme de 2024, qui est la réforme ancienne, parce qu'en réalité, cette réforme de 2024, même si elle n'a pas, en Belgique, pour vocation de s'appliquer aux victimes antérieures à l'entrée en vigueur de cette disposition légale, eh bien, il y a une particularité dans cette disposition qui fait que certaines victimes d'attentats, notamment celles du 22 mars 2016, peuvent quand même y faire référence. Donc, système très complexe que j'ai pour vocation de vous exposer aujourd'hui. Et de là où je dois partir, c'est évidemment du terrorisme en tant que tel, et donc de ce défi majeur. Parce qu'au-delà de l'horreur immédiate, et l'horreur immédiate dont moi je vous parle et celui que je connais, c'est celui des attentats du 22 mars 2016, attentats commis avec l'usage d'explosifs dans des espaces confinés, un espace très très confiné qui était celui du métro, et un espace un peu moins confiné qui était celui de l'aéroport. Donc on peut s'imaginer, et moi d'ailleurs avant d'intervenir dans ce dossier, je m'imaginais bien que ce genre d'attentat cause des dégâts conséquents. Mais lorsque j'ai eu, en tant que conseil, dû à être confrontée au dossier répressif, eh bien, je peux vous dire que j'étais loin, très très loin, de m'imaginer l'horreur à laquelle ont été confrontées, que ce soit les victimes elles-mêmes ou les premiers intervenants, les personnes qui ont été amenées à devoir enquêter, qui ont été amenées à devoir secourir les victimes des attentats. Donc, il y a cette horreur immédiate. Mais il y a aussi cette obligation, et malheureusement manquée pour la Belgique, de devoir s'interroger en tant que société. Et là, je vise la Belgique, mais je vise également les pays qui n'ont pas encore eu ce déclic de se concentrer sur les victimes du terrorisme, sur cette capacité à devoir protéger, à devoir réagir, à devoir accompagner les victimes, donc ceux et celles qui ont subi les conséquences dramatiques de ces attentats. Parce que les attentats terroristes sont durables, ont des impacts durables, psychologiques, sociaux et professionnels pour les victimes qui en font les frais. C'est un traumatisme qui n'est pas ponctuel, mais qui va s'inscrire sur une vie entière, qui va concerner la santé des victimes, les relations familiales, leur carrière, mais également l'identité même de ces victimes. Et ce vécu auquel a été confrontée la Belgique, c'est celui des attentats du 22 mars 2016. Ce n'était pas le premier attentat commis en Belgique, et ça n'a pas été le dernier, parce qu'il y en a eu après le 22 mars 2016, mais ça a été l'attentat le plus horrible, qui a concerné le plus de victimes, et dont les moyens utilisés par les auteurs des attentats ont été tels que le dommage humain et matériel a été catastrophique. Ça a frappé au cœur de la Belgique, ça a frappé des lieux du quotidien qui étaient le symbole d'ouverture et de mobilité. Et au-delà même des chiffres qui ont été ceux des attentats, eh bien, ce sont des parcours de vie qui ont été brisés, des familles qui ont été touchées et une société en elle-même qui a dû, à la suite des attentats, se reconstruire.
Donc il y a évidemment eu un procès qui fut le procès des attentats du 22 mars 2016 et qui a rendu un arrêt qui est marquant, qui est celui du 25 juillet 2023. Marquant pourquoi? Parce que déjà on était face à une juridiction d'exception, en raison de sa nature, la cour d'assises de Bruxelles, mais également de l'ampleur du dossier auquel elle avait été amenée à devoir se prononcer. Mais marquant également parce que cette cour d'assises a fixé en réalité le nombre de victimes d'assassinats, terrorisme liés à cet événement. Ce qui était très particulier, en fait, dans ce dossier, c'est qu'il y a eu les victimes d'assassinats, donc celles qui sont décédées le jour de l'attentat, et puis il y a eu d'autres victimes qui, elles, étaient en réalité des victimes initialement survivantes, qui n'avaient pas été blessées physiquement, qui n'avaient pas été touchées par les explosions, qui n'avaient donc pas de séquelles physiques conduisant à leur décès, mais qui ont, à la suite des attentats du 22 mars 2016, trouvé la mort de manière différente, puisqu'il y a une personne qui est décédée d'euthanasie, elle n'avait que 23 ans, une autre qui est décédée par suicide, et une autre qui est décédée parce qu'elle était atteinte d'un cancer, et en raison du traumatisme auquel elle a été confrontée à la suite des attentats, elle n'a plus été en mesure d'être soignée correctement. Et pour ces 3 victimes qui n'ont pas été blessées directement lors de l'attentat, la cour d'assises a reconnu qu'il s'agissait malgré tout d'assassinat. Et donc on a 3 parcours individuels qui ont rappelé que la violence du terrorisme, en réalité, dépasse le moment de l'explosion, mais continue à frapper parfois des années après, sous d'autres formes qui sont, elles, plus silencieuses, mais qui sont tout aussi dramatiques et qui peuvent conduire à des situations dramatiques telles que ça a été le cas pour ces 3 victimes. C'est donc en cela que l'arrêt de la cour d'assises a été marquant et a été un moment fort, parce que c'était à la fois une reconnaissance des faits, donc des attentats du 22 mars, de la responsabilité des auteurs, mais aussi de l'impact du traumatisme que peut avoir un attentat sur ces victimes. Et donc, au-delà du verdict et au-delà des chiffres, il y a une reconnaissance juridique qui, paradoxalement, va exposer la complexité humaine de ces différentes situations. Et donc, la Cour va reconnaître ces faits d'assassinat, mais en même temps, elle a été confrontée à des victimes dont la souffrance psychique était telle qu'elles ont mené jusqu'au suicide ou jusqu'à l'euthanasie. Et donc, cette combinaison d'un côté de l'assassinat et de l'autre côté de l'euthanasie et de suicide vont traduire en réalité la gravité extrême des atteintes psychiques que peut laisser un attentat. Et donc, ça a amené à une certaine réflexion qui aurait dû être celle des parlementaires, notamment par rapport à l'accompagnement sociétal, médical des victimes, la prévention du passage à l'acte mortel, la protection de l'accompagnement psychique des victimes, mais aussi et surtout la lourdeur des procédures d'indemnisation. Et donc ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est le cadre législatif belge et donc ce paradoxe entre à la fois une reconnaissance de la gravité que peut entraîner sur le plan psychique un traumatisme, mais également, malheureusement, le rajout de la complexité et de la lenteur de certaines procédures qui ne rencontrent pas, en réalité, cette souffrance psychique qui est pourtant reconnue. La loi belge, toute récente, du 3 mai 2024, relative à l'indemnisation des victimes du terrorisme, s'inscrit en Belgique dans la continuité d'un dispositif antérieur. En fait, elle vient moderniser un dispositif belge qui datait de 2007 et qui portait aussi sur l'assurance des dommages causés par le terrorisme. Cette loi de 2007 est née en réalité à la suite de l'impact majeur des attentats du 11 septembre 2001.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont été en réalité le sinistre assurantiel le plus grave, le plus important de l'histoire de l'assurance. Il y a eu plus de 3050 morts, avec des pertes assurées estimées à plusieurs millions de dollars. Et donc, ça a été la reconnaissance qu'un attentat peut avoir des répercussions et des conséquences financières pour le domaine de l'assurance très importants. Et puis, il y a eu tous les autres attentats qui ont touché la France, mais qui ont touché également l'Europe, et puis ensuite la Belgique, et qui ont amené à devoir s'interroger sur la prise en charge du terrorisme. En réalité, on s'est rendu compte très rapidement que le terrorisme est un risque qui n'est pas assurable parce qu'il ne rencontre pas les critères classiques de l'assurabilité. Il est imprévisible, sans base statistique stable, il dépend de facteurs sociopolitiques qui peuvent être changeants, il peut être provoqué et être capable de provoquer des sinistres simultanés dans différents branches assurantielles, comme l'assurance des personnes, l'assurance des biens, la responsabilité civile, la perte d'exploitation. Et donc, on se rend très, très vite compte que, malheureusement, le terrorisme n'est pas, en tant que tel, assurable. Il a fallu pourtant pouvoir indemniser les victimes, et c'était le modèle assurantiel à l'époque qui était toujours celui de la Belgique. Il a fallu pouvoir quand même assurer l'indemnisation des victimes, mais ce que pense en 2007 le législateur, c'est surtout à rendre assurable le terrorisme et donc à stabiliser le marché de l'assurance. Et donc il va mettre en place un système de solidarité entre le secteur privé et l'État belge, mais on ne va pas du tout aller vers la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes du terrorisme. Le but, en fait, de cette loi de 2007, c'était de soutenir le marché de l'assurance et d'éviter qu'à la suite d'un attentat, il y ait un sinistre tel qu'une compagnie d'assurance fasse faillite. Donc on pense la prise en charge à l'époque du terrorisme, non pas sous l'angle des victimes, mais sous l'angle des assurances qui vont être amenées à devoir intervenir dans l'hypothèse où un attentat survient. On va créer alors en Belgique une ASBL, qui est l'ASBL TRIP, qui est une association de droit public et qui va regrouper à la fois des membres du gouvernement, mais à la fois le secteur assurantiel. Et on va prévoir des plafonds d'intervention, d'indemnisation par sinistre, qui va être évalué à 1 milliard d'euros par an, répartis entre différents plafonds, entre assureurs et réassureurs. Donc l'État va intervenir pour un plafond de 300 millions, les réassureurs 45 millions et les assureurs 30 millions également. C'est une intervention de l'État qui est vraiment en dernier lieu à partir du moment où le secteur des assurances ne peut pas intervenir. L'objectif de ce système va vraiment être d'assurer le secteur assurantiel et donc d'éviter qu'il y ait un sinistre important au niveau assurantiel. Il va donc y avoir un comité de règlement des sinistres qui va travailler en collaboration avec cette ASBL et qui va devoir estimer provisoirement le montant global du dommage que peut représenter un attentat et qui va fixer des pourcentages d'indemnisation applicables qui sera réévalué mensuellement avec une libération aussi qui se fera mensuellement. Vraiment dans le but qu'aucun assureur ne fasse faillite et que dans l'hypothèse où les plafonds sont atteints, qu'il y ait un mécanisme avec des réassureurs qui permettent de soutenir non pas les victimes, mais les compagnies d'assurance qui indemnisent ces victimes. En réalité, il n'y aura aucun lien direct entre les victimes et l'État et entre les victimes et la ASBL TRIP. Elles vont devoir s'adresser directement aux compagnies d'assurance qui, en fonction du mode opératoire choisi par les auteurs des attentats, devraient être amenées à devoir intervenir. Et donc, c'est en fonction des contrats souscrits et des éventuels plafonds de ces compagnies d'assureurs qu'on envisage l'indemnisation des victimes du terrorisme. En conséquence, à la suite de l'élaboration de cette loi et notamment de la commission des attentats du 22 mars 2016, eh bien, on a eu des victimes pour lesquelles il n'y avait rien en réalité de prévu pour elles.
il y avait cette loi de 2007, mais qui soutenait le marché de l'assurance. Et si les victimes des attentats du 22 mars 2016 ont pu être indemnisées, c'est parce qu'il y avait des compagnies d'assurance qui avaient l'obligation d'intervenir. Parce que le bâtiment de l'aéroport était couvert par une assurance et parce que le bâtiment du métro et la rame du métro étaient couverts par une assurance. C'est la raison pour laquelle les victimes des attentats du 22 mars ont trouvé un chemin d'indemnisation. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a représenté? Eh bien, elles ont été confrontées à une multitude d'interlocuteurs. Il y a évidemment tout le procès pénal qui repose sur l'article 1382 du Code civil belge, donc la réparation du dommage. Toute personne qui cause un dommage doit le réparer, mais on savait qu'à l'issue de cette procédure pénale, les auteurs n'étant pas solvables, ce n'est pas par ce biais qu'elles auraient pu être indemnisées. Et pour trouver un chemin d'indemnisation, eh bien, on a été vers les assurances, avec différentes assurances qui ont été amenées à intervenir, donc deux grosses, celle de l'aéroport, celle du métro, mais il y avait également toutes les victimes qui travaillaient à l'aéroport, qui ont été reconnues en accident du travail, ou celles qui empruntaient le métro pour se rendre sur leur lieu de travail, qui ont également été reconnues en accident du travail. Puis il y a eu d'autres assurances, comme les assurances de l'école pour les personnes, pour les enfants qui se rendaient sur leur lieu d'école ou de stage, ou des personnes qui voyageaient. Il y a eu aussi, par exemple, des infirmières qui devaient voyager à l'aéroport, pour lesquelles il y a également eu des assurances, des écoles qui devaient intervenir, et puis toutes les assurances propres des victimes également. Donc un domaine assurantiel très complexe, déjà présent pour les victimes, et à côté de ça, la procédure pénale. Il y a eu aussi la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence qui est intervenue, mais l'intervention de la commission en Belgique est subsidiaire. Il n'accorde pas une réparation intégrale du dommage, mais simplement des aides à partir du moment où les victimes ne peuvent pas trouver un autre chemin d'indemnisation. Il y a eu également des allocations qui ont été versées aux victimes du terrorisme pour celles qui étaient atteintes des conséquences dommageables les plus graves, comme des allocations pour personnes handicapées. Et puis, il y a eu tout le volet concernant le statut de solidarité nationale, parce qu'à la suite des attentats du 22 mars 2016, un statut a été créé qui s'apparente à celui des victimes civiles de la guerre en Belgique, qui est le statut de solidarité nationale. Donc en pratique, ça donnait ça, un schéma très complexe auquel les victimes n'avaient évidemment pas nécessairement conscience. Un schéma complexe avec différents interlocuteurs, et évidemment, plus on multiplie les interlocuteurs, plus c'est compliqué, avec des situations différentes en fonction du lieu où elles se trouvaient ou de leur statut. Donc si elles étaient en accident du travail, elles devaient d'abord se retourner vers l'assurance accident du travail avant de se retourner vers l'assurance de l'aéroport, et surtout deux grosses assurances qui intervenaient en fonction des sites, Amlin pour les victimes de l'aéroport et Etias pour les victimes du métro. Donc un système excessivement complexe dans lequel les victimes ne pouvaient pas nécessairement se comparer parce qu'elles n'avaient pas les mêmes procédures d'indemnisation. Donc complexe pour les victimes, mais également complexe pour les personnes amenées à devoir intervenir avec les victimes, qu'il s'agisse de juristes, qu'il s'agisse des services d'aide intervenant auprès du justiciable, un système excessivement complexe. Complexe et qui ne permettait pas de faire un choix. On ne pouvait pas faire le shopping des interlocuteurs. On avait nécessairement l'intérêt pour chacune de ces victimes à devoir interagir avec ces différents interlocuteurs. Le procès pénal, parce que c'est un procès qui restait important, parce que notamment dans le cadre de ce procès, on a pu réclamer des dommages spécifiques qui n'avaient pas été indemnisés par les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, parce que c'est en théorie par ce biais-là que les victimes devaient être intégralement indemnisées. La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels, parce qu'elle intervenait pour accorder des aides qui soutenaient les victimes dans les difficultés, notamment financières, comme la charge d'un avocat. Plus il y a de procédures, plus c'est complexe et plus c'est cher. Et elle intervenait également dans d'autres frais, comme des frais de médecin conseil, le statut de solidarité nationale qui permettait des avances aux victimes et donc un soutien sur la durée, parce que les procédures assurantielles sont des procédures très complexes qui peuvent encore durer des années. Encore aujourd'hui, j'ai des dossiers qui ne seront pas plaidés avant 2027, alors que les attentats ont été commis en 2016. Donc le statut de solidarité nationale permettant une pension mensuelle a permis de soutenir ces victimes pendant des années, parfois, de procédures amiables ou judiciaires. Et puis il y a tout le volet qui concernait les allocations pour personnes handicapées.
Évidemment, quand on a un nombre d'interlocuteurs tel, eh bien, il y a évidemment des bases légales qui sont différentes. Donc, il faut avoir la connaissance de chacune de ces bases légales. Rien qu'entre 2007 et aujourd'hui, au niveau de la Commission pour l'aide financière et au niveau du statut de solidarité nationale, il y a eu un tas de modifications législatives à laquelle on pourrait aujourd'hui rajouter au niveau assurantiel la réforme de 2024. Donc, il faut une compétence telle que la complexité, même pour un juriste, devient parfois inaccessible. Alors pour une victime qui n'a pas nécessairement la connaissance des différentes procédures, je vous laisse deviner ce que ça a pu donner en Belgique. Des victimes qui ont été dépassées par les procédures, dépassées par les expertises, parce qu'évidemment, chaque interlocuteur revendique sa propre expertise sur base de sa propre base légale. Et donc, forcément, chaque victime a dû répéter son histoire, a dû apporter, documenter à chaque interlocuteur son histoire, et c'est ça qui a provoqué la lourdeur des procédures, mais aussi le sentiment d'abandon dans lequel se sont senties les victimes à la suite des attentats du 22 mars. Et évidemment, je vous l'ai dit, plus il y a d'interlocuteurs, plus ça coûte cher, parce qu'il faut payer un expert, parce qu'il faut payer un avocat qui va devoir intervenir auprès de chacune de ces procédures si les choses ne se passent pas bien. Et évidemment, chaque procédure a des recours et chaque procédure a ses propres domaines d'expertise. Donc, système très complexe, mais également très onéreux pour les victimes, avec une prise en charge qui, en tant que telle, n'est pas suffisante. Même s'il y a eu des modifications législatives permettant une intervention de l'État dans les frais d'avocat, notamment à hauteur de 12 000 €, rien que pour les procès pénals, les 12 000 € pour certaines victimes qui ont été défendues seules par un avocat intervenant seul, eh bien, ce n'était pas suffisant que pour couvrir l'intégralité de ces procédures. Les procédures d'expertise, à chaque fois que l'on demande à un médecin expert de nous accompagner, d'analyser, d'intervenir, évidemment, ça coûte. Et évidemment, pour les victimes, ça coûte cher. Et cette prise en charge de l'État a été chiffrée à 1 250 € par l'État. Autant dire, rien du tout. Donc certaines victimes, parfois, abandonnent simplement parce que le coût des procédures ne leur permettent pas d'aller jusqu'au bout. On a eu des victimes, donc, qui se sont trouvées face à des dispositifs qui ont été lacunaires. Il y avait, sur base de cette loi de 2007, un progrès. Le progrès était de dire qu'on essaye de rendre assurable le terrorisme. Mais en se focalisant en 2007 sur les assurances et pas sur les victimes, en réalité, même si on rendait le terrorisme assurable, on ne permettait pas une indemnisation correcte, une prise en charge correcte des victimes du terrorisme. Et donc, on a été confronté à des lacunes qui étaient des lacunes fondamentales, où l'indemnisation des victimes dépendait de l'existence d'un contrat d'assurance et donc dépendait en réalité du mode opératoire, et c'est ça qui est horrible à dire, du mode opératoire choisi par les auteurs d'attentats. Des auteurs d'attentats auraient choisi, par exemple, le 22 mars 2016, de s'attaquer aux victimes, non pas avec des explosifs dans des bâtiments couverts par des assurances, mais à l'arme à feu, comme ça a été le cas à Paris. Eh bien, aucune assurance en Belgique n'aurait couvert cet attentat. C'est pour vous dire à quel point, à la suite des attentats du 22 mars 2016, les associations d'aide aux victimes du terrorisme ont été stupéfaites de la manière dont la prise en charge a été faite en Belgique. Et on n'a pas été les seuls, puisqu'il y a également eu la commission d'enquête parlementaire attentat qui a rappelé qu'en Belgique, en fait, il fallait aller vers la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme en raison de cette complexité et des difficultés auxquelles les victimes étaient confrontées. Mais la rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui a fait son rapport sur la Belgique en 2019, a également rappelé qu'il y avait un manquement de l'État belge quant à la prise en charge des victimes du terrorisme. Et donc, on a une structure qui, avant 2024, est lacunaire, qui protège le marché de l'assurance, mais qui ne représente pas du tout une garantie pour les victimes et qui n'est donc pas, qui est inadaptée pour la prise en charge des victimes du terrorisme. Donc, avant 2024, c'était ça. Les victimes de l'aéroport, la loi du 3 juillet 1979,
les victimes du métro, la loi du 21 novembre 89 et à côté de ça, différentes victimes en accident du travail. Donc vraiment une fragmentation de la complexité du parcours indemnitaire auquel les victimes étaient soumises et donc vraiment un labyrinthe administratif et juridique auquel les victimes étaient confrontées et donc ça a conduit au vide juridique dont je viens de vous parler et notamment l'hypothèse de la fusillade en pleine rue et ça a été le cas malheureusement parce que ce cas d'école à la suite des attentats du 22 mars qui avait été dénoncé par les associations d'aide aux victimes du terrorisme, par la commission d'enquête parlementaire en 2017, eh bien s'est produit en 2023 parce qu'on était entre la modification législative de 2024 et entre les critiques qui avaient été émises par ces différentes associations, par la commission d'enquête et la rapporteuse spéciale. Et on a eu un attentat qui était justement cette hypothèse d'une fusillade en pleine rue qui a visé à l'époque des supporters suédois. Eh bien, sachez qu'à cette époque, eh bien, il n'y avait rien de prévu, notamment pour le chauffeur de taxi qui a été la cible directe de cet attentat. Il y avait bien une assurance qui couvrait notamment les passagers du chauffeur de taxi, mais pas le chauffeur de taxi en lui-même, parce que la loi de 89 couvre les usagers faibles, mais pas la personne qui conduit le véhicule. Donc on s'est vraiment trouvé dans cette hypothèse où aucune assurance devait intervenir et donc seule la commission pour l'aide financière pouvait éventuellement aider cette victime. Au niveau de l'origine du système, eh bien, de cette loi du 3 mai 2024, eh bien, c'est de là qu'on parle, évidemment, c'est de là qu'on part. On part du rapport de la rapporteure spéciale des Nations Unies, de la commission d'enquête parlementaire attentat qui renvoie et sollicite la création d'un fonds d'indemnisation. Et c'est pourtant pas, malheureusement, le choix que fera le législateur en 2024. En réalité, et encore aujourd'hui, en Belgique, on reste sur un modèle assurantiel. On reste sur un régime qui va être centré sur la mutualisation des compagnies d'assurance et donc soutenir le secteur assurantiel. Et donc, en conséquence, on reste dans cette fragmentation des interlocuteurs malgré la réforme du 3 mai 2024. Elle va abroger la loi de 2007. Elle ne va pas prévoir en tant que telle, comme je vous l'ai annoncé, d'effets rétroactifs, et donc on ne vise toujours pas les victimes des attentats du 22 mars, sauf une petite particularité que je vais vous présenter. Et donc les victimes des attentats du 22 mars restent livrées pour la plupart à elles-mêmes, et donc il y a quand même, ça on ne peut pas le nier, un avantage de cette loi du 3 mai 2024, c'est qu'elle comble le vide juridique. Je vous l'ai dit en présentant le cas de la Belgique, et notamment celle des victimes des attentats du 22 mars, c'est le mode opératoire qui a permis le recours à une compagnie d'assurance permettant l'indemnisation des victimes. Cette loi du 3 mai 2024, en fait, va combler le vide juridique parce qu'elle, en réalité, va créer un système permettant l'indemnisation de l'intégralité des victimes, peu importe le mode opératoire choisi par les auteurs. Donc même les personnes qui ne sont pas assurées pourront être assurées, peu importe le lieu public touché par les attentats ou peu importe le mode opératoire, normalement, sur base de ces dispositions légales de 2024, toutes les victimes devraient pouvoir être indemnisées. Ce texte avait une double ambition qui était celle de se centrer vers les compagnies d'assurance, comme c'était déjà le cas en 2016, pour que le risque terrorisme reste assurable, même malgré les critères de cet attentat. Et ça reste une nécessité également pour permettre la solvabilité des assurances qui vont devoir être amenées à intervenir et donc la continuité du marché. Mais le deuxième objectif va être de garantir une réparation des victimes du terrorisme, même dans l'hypothèse où il n'y a pas de couverture d'assurance qui est censée devoir intervenir. Et donc on est désormais face à des hypothèses où les victimes sont censées pouvoir trouver une compagnie d'assurance permettant leur indemnisation, qu'elle réside ou non en Belgique ou qu'elle réside à l'étranger, et peu importe également leur nationalité. Donc ça a un effet majeur
permettre l'indemnisation des victimes qui ne soit plus conditionnée à l'existence d'un contrat d'assurance préalable. Quel est alors ce mécanisme? C'est celui-ci. Donc, la complexité est toujours là, le nombre d'interlocuteurs et donc la charge, le coût que cela représente est toujours présent, mais on intervient au niveau assurantiel. C'est-à-dire que la première question que l'on va devoir être amené à se poser, c'est de savoir si la victime est en accident du travail. Si c'est le cas, alors c'est l'assurance accident du travail qui devra indemniser les dommages de la victime, non pas en se limitant à l'indemnisation classique en accident du travail, mais en réparant intégralement le dommage de la victime. Si la victime n'est pas en accident du travail, elle devra se retourner vers sa propre assurance si elle en a une. Ce sera sa responsabilité vie privée qui devra l'indemniser. Si la victime n'a pas d'assurance vie privée, alors on prévoit dans ce système que le Fonds commun de garantie belge désignera une compagnie d'assurance RC vie privée qui devra indemniser la victime. Donc l'objectif, qui est très compliqué, c'est une recherche en cascade d'un assureur qui devra indemniser les victimes du terrorisme. Donc on va toujours conserver la mutualisation du risque terroriste et donc maintenir la SBL TRIP. On va maintenir les plafonds même si on les augmente légèrement. Donc le système en tant que tel créé en 2007 va être maintenu, mais on prévoit cette recherche en cascade d'un assurance permettant l'indemnisation des victimes du terrorisme, peu importe le mode opératoire choisi par les auteurs. Et on va également créer un guichet qui est censé être un guichet unique terrorisme qui va normalement pouvoir orienter les victimes du terrorisme vis-à-vis des différentes démarches, centraliser les démarches et faciliter les démarches. Au vu de la complexité de la matière que je viens de vous exposer, complexité qui existe toujours parce que cette réforme de 2024 n'intervient qu'au niveau assurantiel, vous vous rendez bien compte que même s'il y a dans le texte la vocation de créer un guichet qui est censé informer les victimes, les informations qui doivent être soumises aux victimes est très très complexe. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui, même si ça existe sur papier, comment ce guichet va se concrétiser, comment est-ce qu'il va réellement intervenir auprès des victimes, et c'est le secteur assurantiel qui est censé avoir la charge de ça, alors que le secteur assurantiel en réalité ne travaille pas d'ordinaire auprès de la Commission pour l'aide financière ou auprès du statut de solidarité nationale. Donc on s'interroge encore aujourd'hui, lorsqu'on est du côté des associations d'aide aux victimes du terrorisme, quant à la concrétisation de ce guichet unique dans l'hypothèse où un autre attentat devrait être commis en Belgique. Il y a quand même une autre amélioration, une autre avancée pour les victimes, c'est la prise en charge des frais d'expertise. Je vous l'ai dit, système qui était excessivement complexe, évidemment, une aide de 1 250 € accordée par l'État pour couvrir l'intégralité de ces procédures, c'est ridicule. Et le système actuel prévoit, à tout le moins au niveau assurantiel, une prise en charge des frais d'expertise de la victime. Mais ça n'enlève en rien les autres expertises, parce que comme je vous l'ai dit, les interlocuteurs restent. Donc c'est uniquement au niveau assurantiel qu'il y a une prise en charge, mais si la victime doit être représentée, assistée par un médecin expert dans le cadre de sa procédure portant sur le statut de solidarité nationale, c'est à sa charge, avec une aide de l'État qui restera de 1 250 €. Si elle a besoin de l'assistance d'un expert pour être accompagnée au niveau de sa reconnaissance en tant qu'handicapée, elle devra supporter elle-même ses frais, de nouveau avec ce plafond limité à 1 250 € d'aide éventuellement de l'État. Donc la prise en charge se fait uniquement au niveau assurantiel. Une autre avancée, c'est par contre le délai de prescription qui est augmenté et qui est celui de 10 ans. Le 22 mars 2016, le délai de prescription pour saisir les compagnies d'assurance était, en raison des bases légales différentes, de 3 ans pour les victimes des attentats de l'aéroport et de 5 ans
pour les victimes des attentats du métro. Il est passé à 10 ans parce que l'on reconnaît aujourd'hui que les conséquences traumatiques d'un attentat ne naissent pas nécessairement le lendemain des attentats, mais peuvent apparaître sur la durée et parfois plusieurs années après les attentats. Et donc ce délai de prescription augmenté à 10 ans est une forme de reconnaissance du caractère différé des séquelles psychologiques que peut avoir un attentat sur ses victimes. Il y a toutefois, malgré ces avancées, des limites. D'abord, il ne vise pas en tant que tel les victimes des attentats du 22 mars 2016, alors que tout ça a été pensé en réalité à la suite des attentats du 22 mars 2016. On maintient les plafonds et donc il y a un risque que les victimes ne soient pas intégralement indemnisées, même si le texte a vocation à les indemniser intégralement. Et il y a surtout cette recherche en cascade d'une assurance qui risque d'entraîner une disparité de traitement. On ne le sait pas encore, puisque ce système n'a encore jamais été mis en application, mais il y a surtout un maintien de la fragmentation des interlocuteurs. Et donc cette disposition dont je souhaitais vous parler, qui malgré tout pourrait encore sauver les victimes des attentats du 22 mars, c'est un article 24 qui se trouve dans la réforme belge de 2024, qui est l'article 24 alinéa 3. En réalité, et c'est pour ça que j'ai commencé par vous évoquer ces victimes, le cas de ces trois victimes qui n'étaient pas blessés initialement lors des attentats du 22 mars, mais dont les séquelles psychologiques ont conduit à leur mort par euthanasie, par suicide ou par manque de traitement, eh bien, à la suite des attentats du 22 mars et dans le texte de la loi de 2024, on reconnaît les conséquences psychiques que peut avoir un attentat. Aujourd'hui, en Belgique, parce que la loi de 2024 est en vigueur, il existe une présomption selon laquelle une personne qui a été victime d'un attentat terrorisme, qui a développé un état de stress post-traumatique, se trouve dans un cas de force majeure qui pourrait l'avoir empêché d'agir dans le délai prescrit. Pourquoi est-ce que cette disposition est importante ? Parce qu'en réalité, je vous l'ai exposé, d'une part, les procédures étaient excessivement complexes en 2016, et donc certaines victimes n'avaient pas connaissance de tous les interlocuteurs que je viens de vous exposer aujourd'hui. Sachez également que certains juristes, parfois, n'avaient pas connaissance de l'intégralité de ces interlocuteurs. Ça a amené parfois à des situations dramatiques où les victimes, lorsqu'elles ont été dans la possibilité de réagir et donc de comprendre les conséquences traumatiques des attentats sur leur vie, se sont vues opposer par les compagnies d'assurance les délais de prescription. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a été conscient des conséquences traumatiques que peut avoir un attentat et a élaboré et a adopté cet article 24, alinéa 3 de la loi de 2024. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ça peut sauver des victimes des attentats ? Parce que l'article 24 est en réalité une règle de preuve. C'est une présomption selon laquelle une victime qui est atteinte d'un état de stress post-traumatique n'a pas pu agir dans le délai prescrit. Et des victimes comme celle des attentats du 22 mars, qui seulement après le procès, par exemple, en 2024, ont souhaité avoir une reconnaissance et une prise en charge de leur traumatisme, pourraient faire jouer cette disposition de l'article 24, alinéa 3. Parce qu'il y a des parlementaires qui ont voulu que l'on puisse prendre conscience de ces conséquences traumatiques sur les victimes d'attentats et qu'un article 45 de la loi 2024 permet de reconnaître que cette disposition de l'article 24 s'applique également aux victimes d'attentats antérieurs et donc également aux victimes des attentats du 22 mars 2016. En conséquence, vous avez en Belgique toujours un système qui est malheureusement complexe, qui prend de plus en plus conscience des attentats terrorisme, mais qui reste complexe. Un système dont on aurait voulu, en tant qu'association d'aide aux victimes du terrorisme, qu'on tienne un peu plus conscience de la complexité, mais parfois du coût que représente cette complexité pour les victimes du terrorisme. On reconnaît aujourd'hui que l'état de stress post-traumatique peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes, telles que l'impossibilité d'agir. Mais malgré tout, encore aujourd'hui, on reste sur un modèle assurantiel qui ne va pas vers la création d'un fonds de garantie et donc on ne permet pas encore aujourd'hui de rencontrer
les victimes qui ont été qualifiées dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, des victimes invisibles, des victimes silencieuses, des victimes qui subissent le traumatisme, des victimes qui ont été confrontées à l'horreur, qui vivent avec cette horreur et qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment reconnues. Donc il y a des progrès, on comble des vides juridiques, on reconnaît ces traumatismes, mais la complexité persistante fait qu'aujourd'hui, le modèle belge ne rencontre pas les besoins des victimes et qu'il y a une nécessité de revoir le système belge. Il y a toutefois des espoirs, puisqu'on a la note de politique générale du secteur justice du 22 avril 2025 qui envisage une révision du tableau d'indemnisation, mais également la création d'un fonds de garantie publique pour les victimes du terrorisme. Et voilà, j'en ai terminé par rapport à mon exposé de la Belgique. Je vous remercie. Je ne sais pas si... Oui. Oui. Je vais essayer de parler fort. Oui. Je voudrais faire une comparaison avec les victimes de l'accident de Strépy. Oui. C'est un accident qui a été provoqué par un conducteur qui a foncé dans une société folklorique. Oui. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu 7 morts, je pense, Oui. une trentaine de blessés. Et ce n'est pas reconnu comme un attentat terroriste. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir, alors que pour les victimes de cet accident, Oui. les résultats sont les mêmes que pour ceux qui ont vécu un attentat terroriste. Merci. Et donc je voulais savoir si cette différence de traitement que nous avez exposée aujourd'hui ne constitue pas un problème juridique par rapport à des victimes qui subissent le même traumatisme, qu'il soit physique, psychologique ou invisible. Alors, votre question est excellente. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à la suite des attentats du 22 mars 2016 et de toute la complexité que je viens de vous exposer, je l'ai évoqué brièvement, on a parlé pendant tout un temps de la création d'un guichet unique. Donc, pas celui créé au niveau assurantiel, mais d'un guichet unique au niveau du parquet fédéral. À l'époque, ce guichet unique devait être créé pour informer les victimes des attentats du 22 mars en raison de la complexité des démarches et parce que déjà là, on se rendait compte que les conséquences dommageables sur les victimes des attentats pouvaient être catastrophiques. Et avec le temps, avec les discussions, d'une part, ce guichet n'a jamais été créé, c'est pour ça que les victimes ont été complètement laissées à l'abandon, mais on a étendu la portée que pourrait avoir ce guichet central. Et donc aujourd'hui, en fait, ce guichet central ne vise pas uniquement les victimes du terrorisme, mais il vise les victimes de catastrophes majeure. Et donc, on va au-delà des victimes du terrorisme. La particularité, en réalité, c'est que même si on a commencé à créer une base légale de ce qu'on a appelé l'urgence collective qui n'est pas uniquement le terrorisme, mais qui peut être tout événement de masse nécessitant une coopération, une coordination des différents services pour prendre en charge les victimes, malgré qu'on ait créé qu'on ait une base légale, elle est communautaire. Et donc, c'est uniquement en communauté française qu'on a vraiment une base légale. Elle n'existe pas, par exemple, en communauté flamande, elle n'existe pas en communauté germanophone. Et surtout, elle ne fait que créer un cadre organisationnel. Et donc, ça ne change rien par rapport à l'indemnisation, ça ne change rien par rapport à la prise en charge en tant que telle des victimes. Le cas de Strépy que vous évoquez, en réalité, s'est produit avant l'élaboration, avant que l'entrée en vigueur de cette base légale pour l'urgence collective. Et donc, pour les victimes de Strépy, il n'y avait encore rien de prévu en tant que tel pour coordonner la prise en charge des victimes, mais il y avait quand même des textes qui étaient à l'élaboration, notamment le plan de suivi psychosocial qui a permis aux intervenants de terrain de prendre en charge de manière différente les victimes de Strépy. Ce qui est vraiment triste par rapport à tout ça, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est que ça reste sur une base communautaire, l'urgence collective, et donc il y a un texte qui existe, mais uniquement en communauté française. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on garde uniquement un cadre organisationnel. Donc, malgré tout, les difficultés que les victimes rencontrent, que ce soit au niveau terrorisme ou que ce soit au niveau d'accidents de masse, comme vous l'évoquez pour celui de Strépy, eh bien, on ne prévoit rien. Mais et c'est triste à dire, c'est uniquement quand il y a
quelque chose de grave qui se produit qu'au niveau législatif, ça suit. Tant qu'il ne se passe rien, on reste un peu sur ses lauriers. C'est un peu comme quand on a élaboré la loi que j'évoquais de 2007. Eh bien, on a réagi après les attentats du 11 septembre et on est resté là-dessus. Et c'est seulement quand les attentats du 22 mars 2016 se sont produits qu'on a été plus loin et qu'on a commencé à envisager un statut de solidarité nationale et maintenant la loi du 3 mai 2024. Et bien malheureusement, c'est quand il se passera de nouveau quelque chose de grave, peut-être, que les parlementaires vont y réagir, s'il n'y a pas d'association, s'il n'y a personne qui plaide pour reconnaître les vides juridiques qui peuvent exister. Donc je ne sais pas si je réponds intégralement à votre question. J'espère en tout cas avoir éclairé votre réponse. J'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à l'argument d'un traitement discriminatoire qui ne passerait pas le cap de la Cour constitutionnelle. Alors, en fait, cette réponse, je ne l'ai pas, puisque cette question n'a jamais été posée. Le Conseil d'État, lorsque les différents textes ont été élaborés, a parfois soumis la question de savoir pourquoi est-ce qu'on traiterait de manière différente les victimes du terrorisme. Les associations d'aide aux victimes du terrorisme y ont répondu. Les parlementaires qui défendaient les textes y ont également répondu et les textes ont été élaborés. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc aujourd'hui, effectivement, il existe une différence de traitement. Mais c'est parfois, dans l'hypothèse où des différences de traitement existent, que ça fait évoluer les autres cas de figure, et notamment les cas des victimes de droit commun. Et c'est pour ça que j'évoquais le cas du guichet central, parce qu'on ne visait que les victimes du terrorisme. Mais comme on a commencé à s'interroger sur les dommages de masse, eh bien, on s'est dit, il n'y a pas que les victimes du terrorisme, en fait. Il y a d'autres victimes de catastrophes majeures, et on va les inclure. Et donc, c'est parfois sur base de cas spécifiques, comme par exemple le terrorisme, qu'on permet de faire évoluer d'autres cas, comme des cas plus graves d'accidents de masse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Merci.